changé par le conférencier qui devait présenter aujourd'hui a eu un empêchement. Alors, heureusement que mon mentor s'y présent, à Fed, donc, a pu rapidement mettre sur pied une présentation qui va nous éblouir. Wow, je pense pas. Euh, oui, je suis très flatté par toute cette audience. Mais à chaque fois que je parle, j'augmente la moyenne d'âge de la participation au LATES d'à peu près 10 ans. Rien que la présence de Claude, ça augmente de 5 ans à peu près. Non, de 15. Moi, je parle de la moyenne. La moyenne, la moyenne. J'ai vu mon ami Alex Friedman. Salut Alex. Oui, oui, content de voir que tu es là. Donc, merci beaucoup tout le monde. Donc, c'est ça, ça a été fait un peu rapidement. Euh, oui, j'ai fini ça hier soir, en fait ce matin à 0h15. J'ai pas assez de recul par rapport à tout ce que j'ai mis, donc c'est pas aussi synthétique que j'aurais voulu. Donc, je vais parler de comment concevoir des spas. Et quand je faisais, je dis, OK, il y a beaucoup d'idées qui ne sont pas encore des idées. Il y a beaucoup d'idées que j'ai volées à plein de personnes avec qui j'ai travaillé. Et donc, j'ai essayé de lister toutes les personnes qui vont se retrouver en partie dans ce que je vais présenter. Donc, Zandra, et elle disait qu'elle va suivre par Zoom. Imen, mon ex-étudiant de doctorat, prof à l'ETS. Mounir, on fait un vieux couple, Mounir et moi, depuis très très longtemps. Christian Duval, prof en sciences de l'activité physique, avec qui on a fait un projet ensemble, justement, avec Mounir, Zandra, Imen. Rezlen, elle va se reconnaître. J'ai volé ton idée de CRSNJ. Okay. Vive la communauté, Yann Gaël. Abdel, oui, tu vas reconnaître certains trucs. Hamid aussi, il m'a dit qu'il avait des questions. Je lui ai dit non, comme disait Jean, en fait, ça, c'est l'ordre de parole. Donc, moi, je vais parler en dernier. Voilà. Euh, alors, c'est quoi les spas? Les spas. C'est ce que on a appelé un peu ces context aware adaptive pervasive application. Hier, j'ai pensé mettre la définition de Gartner, mais c'est de la bullshit, comme à peu près 50% de ce que je veux dire aujourd'hui. Donc, je veux dire, on va y aller un peu plus technique. Donc, bon, l'exemple typique de quand on parle de spa, c'est imaginer que vous avez un patient ou une patiente. Euh, donc, qui a des capteurs, ça fait le input. Donc, ce input va être communiqué à travers un certain nombre d'appareils. Ça peut être un truc que vous avez autour de machin, un écran, un téléphone, différents types de capteurs. Donc, le input peut être le pouls, bonjour, peut être le pouls, peut être le taux d'oxygène dans le sang, etc. Ce input s'en va par un ensemble de relais. Alors ça, c'est je sais pas comment ça s'appelle, le edge computing ou je ne sais pas quoi. Donc ça peut être des ordinateurs, ça peut être... Après, ça s'en va pour exécuter, mais dans le nuage. Donc une infrastructure cloud. Donc l'idée, c'est que les données sont récoltées à partir du patient. Elles s'en vont vers un module qui va faire du filtrage de l'agrégation. Et puis après, le module va prendre une décision, donc agir en fonction des données qu'il vient de lire. Alors, ces données vont être peut-être recommuniquées vers le patient et aussi communiquées vers du personnel médical. Donc, une infirmière qui surveille, un médecin, etc., qui a besoin d'être alerté de ça. Donc, ça s'en va de nouveau vers le Edge et du Edge, ça s'en va vers les HCP, c'est Healthcare Professional Devices, donc vers un écran, vers un téléphone, vers un beeper. Je ne sais pas si ça existe encore, les beepers dans les hôpitaux.
Ils utilisent encore le fax, donc c'est possible que l'idée pour ça existe encore. OK. Donc là, ça s'en va vers le healthcare professional, qui peut être peu importe, infirmier, docteur, etc., qui va saisir de l'information. Alors, dans certains scénarios, l'information, ils peuvent communiquer avec le patient. Donc, il y a des choses qui vont dans le dossier et peuvent communiquer avec le patient. Voilà, donc output, etc. Si on veut y rajouter un peu de icing on the cake, on peut rajouter ici, évidemment, l'IA, il faut mettre ça dans toutes les sauces. Là, on peut rajouter une composante adaptative, donc auto-apprenante, donc a learn component. Euh, voilà, donc à partir de toute la base de données, de l'historique, etc., on peut apprendre pour mieux réagir la prochaine fois. Donc, voici à quoi ressemble voici un SPA. Donc, c'est Smart Process Application. C'est un terme, en fait, oui, c'est un terme de Gartner. Je vais vous dire un peu c'est quoi l'historique. Donc, Connected Health Applications, ça, c'est l'exemple typique. Euh, En fait, tout ce qui est surveillance de n'importe quoi. OK? Donc, remote monitoring of anything. Le anything, ça peut être, voilà, Sylvie est connectée. Ça peut être des infrastructures routières. Ça peut être des camions, enfin, rolling stock, c'est tout ce qui est camion, etc. Etc. Ou sujet de thèse de... Oui, déjà? OK. Pour comprendre la définition, est-ce que la latence joue un rôle dans la définition de la latence? Oui. Est-ce que c'est une application temps réel ou pas? Non, C'est pas pas grave. important. Ben, Donc, stocker des informations sur un serveur où le médecin il aura accès, ça s'appelle aussi là. Par exemple. non, il y a quand même la notion de... Oui, il y a la notion de real time. Donc, c'est context aware. Ouais. L'idée, c'est que ce soit une application réactive. Donc, oui. Mais comment tu définis le Mais en termes de latence, la raison pour laquelle j'ai hésité, je ne veux pas dire que la réponse va toujours venir du cloud, la réponse peut venir du edge. Et il y a des scénarios pour des raisons de robustesse, etc., où la réponse doit venir du edge en attendant une réponse plus intelligente. Donc, c'est ça. J'hésiterai à dire. Je ne veux pas dire temps réel, mais je veux pas inclure batch. Donc, oui, possiblement temps. Ça dépend de l'application. C'est ça dépend de l'application. Autre exemple, c'est la thèse de doctorat de Imen, qui est, bon, nous, on l'a appelé, l'excuse, c'était Submersive Customer Experience. Bon, à la fin, elle ne s'est pas particulièrement intéressée à l'aspect IoT, mais c'est un exemple d'application. Juste pour vous donner une idée, ça, c'est un slide c'est une figure que j'ai trouvée je ne sais où, il y a 2 ans à peu près. Mais rien que dans le marché du Remote Patient Monitoring, donc ça parlait pour 2022, oui, c'est ça, c'est 53 milliards et pour 2027, c'est 175 milliards. Donc le marché. Et là-dedans, c'est beaucoup du logiciel, donc c'est à peu près 3/4 logiciel, le reste, c'est des devices. Bon, ça, c'est une justification a posteriori. La vraie justification, pourquoi SPA, c'est une gimmick pour une demande de subvention. Donc, on devait faire une demande de subvention en groupe, il fallait trouver un thème qui unifiait tout le monde. Donc, c'était trouver un thème unificateur entre chercheurs en génie logiciel, IA, kinésiologie. Hi Simon, psycho et réseau. Ça soulève quand même des problématiques intéressantes. Donc, j'ai dit la thèse de Imen, c'était on a travaillé sur un quadriciel pour la gestion de l'expérience consommateur. On a fait un projet ensemble, Zandra, Igal, Imen, Mounir et Christian Duval de Sciences de l'activité physique. Ça, on avait fait comme un proof of concept technologique. Imen a beaucoup en fait, c'est Imen qui a travaillé, qui a fait le vrai travail.
Mounir a juste fait l'intelligent. Igal nous a parlé de j'ai oublié quoi. Mais c'était intéressant. Oui. C'était intéressant et non pertinent. Et s'il n'est pas là, bien fait pour sa gueule. Ok. Voilà. Euh, hein? On a bien fait de venir. Oui, vous avez bien fait de venir, oui. Si vous n'étiez pas venu, voilà, ça va, blablabla, blablabla. Après, on a fait un truc un peu plus sérieux. Et ça rejoint un peu ta question de tout à l'heure. C'était avec Christian Duval des sciences de l'activité physique. Et c'était pour développer un système pour la prévention de chute chez les vieilles personnes. Donc, il y a une affaire qu'on appelle nocturnia. C'est quand les personnes âgées se lèvent au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Et beaucoup de chutes de personnes âgées ont lieu à cause de ça. Parce que la personne est un peu grognarde, elle se lève, hop, puis bon, c'est pas allumé, il y a des objets sur le chemin, etc. Et donc, on avait pensé à une patente pour de la détection de chute, c'est facile, mais c'est trop tard. Donc, se rendre compte que quelqu'un est tombé, oui, on va appeler une ambulance, là, mais 90% des dégâts sont déjà faits. Fractures, perte de mobilité, etc., etc. Ce qui est difficile, c'est prévention de chute. Et ce à quoi on a pensé, en fait, c'était l'idée de Christian. On l'a approché pour faire du patient monitoring. Il a dit non, 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 ça, c'est pas intéressant. Puis ça se fait, c'est dans les montres. Vous pouvez acheter une montre à $20 chez Jean Coutu qui va faire du. Bon, elles sont un peu idiotes, là, mais ça existe pour $20. Donc, il a dit non, le problème plus intéressant, c'est ça. Et là, l'objet, c'était en fait euh, d'entraîner un modèle pour qu'il reconnaisse la séquence de mouvements précédant une levée de lit pour une personne âgée. Donc, on dort et puis après, on commence à bouger, puis après, on commence à bouger d'une certaine façon. Il nous arrive de bouger la nuit, souvent pour se recoucher, mais en fait, il y a une séquence typique qui précède un éveil et une levée de lit. Et donc, l'idée, c'était d'entraîner un modèle pour faire ça. Pour revenir un peu à la question de Wissam tout à l'heure, donc, on avait pensé à un module qui est près du patient, donc là où il dort ou là où elle dort, et que le lien avec le cloud, on ne compte pas dessus pour prendre une décision. Donc, on va avoir un modèle léger, local, qui est entraîné, qui va réagir rapidement lorsqu'il détecte. Et puis après, quand on peut ou quand on est connecté, on va envoyer des données, puis on va re-entraîner le modèle sur le reste et peut-être aller le chercher après. Bon, malheureusement, ça n'a pas été financé. Pourtant, on pensait tous évidemment que c'était une bonne idée. Ce qu'on nous a dit, entre autres, c'est oui, mais il existe des matelas sensibles aux pressions quand les patients se lèvent, quand il n'y a plus de pression. Oui, mais sauf que c'est déjà trop tard. Si une personne âgée, frêle, se lève, si elle s'est levée du matelas trop tard, c'est 2 secondes après. Donc, donc ce qu'il faut, c'est qu'avant qu'elle ne se lève, ça alerte ou ça allume la lumière, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, ça, c'est notre exemple. L'autre motivation qui n'est pas très scientifique, c'est, j'appelle moderniser un livre. Donc ça, c'est un livre que j'ai co-author dans les années, il y a à peu près 15 ans, sur les règles d'affaires, Business Rules et Business Rule Management System. L'éditeur m'a contacté il y a, j'ai honte de dire, 6 ans. Il m'a dit, écoute, bon, ton livre ne vend plus, est-ce que tu veux faire une mise à jour? Je lui ai dit, qu'est-ce que ça prend? Il m'a dit juste 10% de contenu différent. Famous last words. Je dis, non, non, on va faire plus que ça. Bon, c'est pas fini encore. Donc, j'ai retrouvé le contrat avec l'éditeur, ça datait de 2018. Donc, ça s'appelle Implementing Smart Processes Using IoT, Machine Learning et Business Rules. Euh, La liste d'auteurs n'est pas finale. En fait, ce qui était drôle, au début, je commençais à le faire avec Jérôme. Jérôme m'a dit non, j'ai plus le temps. Après, j'ai rajouté un autre auteur et j'ai signé un autre contrat. Et puis après, un autre auteur, un autre contrat. Après, l'éditeur m'a dit, écoute, finis ton livre et quand tu as fini, tu me dis qui a travaillé avec toi. Donc, pour le moment,
Message subliminal. C'est ça la liste des autres. Voilà. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est le chapitre 3 c'est le début du chapitre 3 du livre parce que je compte sur Rezlan et Yann Gaël et Iman et Nawel et je sais pas quoi pour la partie conception, etc. Yeah, Mnash. Qui voulait que je parle en arabe? Attends, Hussein. Hussein, ouais. Hussein parce qu'il ne parle pas français. Un mot en arabe. Yeah, Mnash. Tu la connais celle-là? I'm trying to translate using the Google Translate. Yeah, Mnash. العربية. Translate. We're going to translate. Okay. What's the spa problem? Alors, la présentation est un peu schizophrène. Hier, j'ai vu que notre ami, un gars qui s'appelle Stan Zajdel, qui allait se connecter de Philadelphie, on a fait un projet ensemble, une longue histoire de laquelle je ne vais pas rentrer. Et je me suis dit, OK, je vais faire au moins les slides en anglais. Et je lui ai dit, désolé, je vais parler en français, mais au moins, je lui ai envoyé le chapitre et je me suis dit, je vais faire les slides en anglais. Et puis voilà, donc vous avez trouvé les deux sur le. Donc, d'abord, je vais parler quel problème particulier ce type d'application soulève. En anglais, le titre, c'était, j'ai appelé ça, et j'aime pas beaucoup le terme, Smartening up Legacy Applications. Comment tu dis Smartening up? Alors, j'ai appelé ça déniaisage d'applications allégataires. C'est bon, déniaisage? Pas vraiment, hein. C'est pas un terme académique? C'est un mot pas très académique, déniaisage. Ah. C'est que t'es niaiseux. Ouais, justement, on déniaise des applications allégataires. Smartening up, ce serait amélioration. Oh, Non, non, on va penser. Ok. Déniaisage. Ouais. Donc, là, ce que je vais faire, en fait, je vais faire la distinction entre la modernisation d'applications légataires, et cette partie-là va plaire à Abdelrahman, et le nouveau type d'application tel que l'application santé connectée que je viens de vous montrer. Donc, ça, c'est modernisation d'applications légataires, et ça, c'est parler des le nouveau type d'application. Voilà, le reste, c'est des détails techniques sur lesquels on va revenir. Donc, c'est quoi les défis de recherche qui sont soulevés par ce type d'application? Il y en a énormément. Défis matériels et interstitiels et communication. Donc, interstitiel, ça veut dire middleware. Et défis de communication pour toute cette partie-là. Donc, ça concerne tout le monde, tous les gens qui travaillent en réseautique, dont mon ami Wissam. Oui, ça s'appelle comme ça. C'est un peu bizarre. Oui, oui, interstitiel. A participant has OK, that's fine. Interstitiel? Ah. There you go. Ça reflète, en fait, ça reflète un peu ma réflexion d'il y a 2 ans. Et j'ai mis représentation de connaissances du domaine pour réagir proprement et apprendre. Dans ma dernière demande CRSNG, j'avais justement parlé de cette problématique parce que dans la thèse d'Imen, donc ce qu'elle a fait, c'est un peu une SPA, mais elle ne s'est pas intéressée à l'aspect technique des capteurs. Et l'application manipule un modèle du domaine qui est un modèle de Baghosi, qui est le modèle qui décrit c'est quoi les motivations, quel est le processus décisionnel d'un consommateur dans une expérience d'achat. Donc, ce modèle-là is embodied in the application. Donc, on peut dire qu'il est hard-codé dans l'application. Ce qui fait que ce qu'on développe pour Customer Experience Management ne fonctionnerait pas pour d'autres applications. Donc, ma demande CRSNG, c'était un peu comment est-ce qu'on peut paramétriser le comportement d'une SPA par un modèle du domaine pour que je puisse réutiliser la même infrastructure pour différents domaines. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis représentation de connaissances du domaine pour réagir proprement et apprendre. Avec ce que je vais présenter aujourd'hui, I'm getting there a little bit. C'est moins domaine spécifique. C'est un peu la métaphore de It's about preventing outcomes. Donc,
En tout cas, voilà. Donc, c'est pas beaucoup, c'est pas de la représentation de connaissances, mais ça va venir. Je vais aborder cet aspect-là, ce qui se passe. Oui, la conception architecturale, c'est là-dessus que je compte sur Ruslan, Yann Gaël, Noël, etc. C'est que ben, c'est ça, ça soulève pas mal d'enjeux pour faire communiquer toutes ces patentes-là, pour qu'il y ait de la résilience. Si les capteurs deviennent désuets, je les remplace, ça soulève, Yann s'intéresse en particulier à cet aspect-là. D'ailleurs, on va faire rouler une application SPA dans le local du Lattes. Le projet, c'est d'en faire rouler une pendant des années, et justement pour confronter certains de ces problèmes-là. Désuétude de l'équipement, d'équipements qui tombent en panne, mise à jour du firmware pour certains devices, etc. L'installation va se faire bientôt, et donc on aura le loisir de... Ça, c'était un sujet de discussion possible à un moment donné. Donc, il y a tous ces enjeux-là. Et puis après, évidemment, tout ce qui est user experience pour s'assurer que l'application est efficace. Donc, que ça communique les bonnes informations, que l'usager réagit comme il faut, etc. Parce que si l'usager déteste l'application, oubliez ça. Donc, elle ne sera pas utilisée. Surtout, si c'est, par exemple, une application bancaire, like it or hate it, vous allez l'utiliser pour retirer de l'argent. Une application qui vous suggère qui vous accompagne pour la forme physique ou machin, hate, vous la désinstallez. Parce que j'en ai pas besoin. J'ai installé une application avec la montre juste pour voir à quoi ça ressemblait. Ben, je l'ai désinstallé au bout d'un jour parce que c'était pourri. Il y avait comme un self-assessment test. J'ai rempli le truc et il m'a dit que j'étais gros et que machin et que sur un score, c'était un échec. Et je lui ai dit, je l'ai désinstallé. Donc, en termes de user experience, je ne sais pas qui a fait cette application-là. C'était pas très bien étudié. Les spas sont-elles différentes des applications d'affaires traditionnelles? Euh, Par exemple, la sensibilité au contexte, est-ce que ça fait partie du problème ou de la solution? Est-ce que, est-ce que mon application a vraiment besoin de sensibilité de contexte? L'une des raisons pour laquelle je pose la question, parce que quand les gens veulent démontrer le potentiel des devices, etc., ils vont dire, ah, je vais mettre des capteurs partout, je vais récolter des données, puis après, je vais voir ce que je vais faire avec. Je vais dire, ouais, quelles données tu vas récolter, pourquoi, dans quel but, et qu'est-ce que tu vas faire avec. Donc, il n'y a pas un point de départ qui dit, j'ai un besoin, donc il me faut cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité-là a besoin de capteurs. Moi, j'aimerais bien que ce soit ça le processus. Et c'est un peu dans ce sens-là que je vais présenter aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que la question est légitime. Est-ce que ton application a vraiment besoin de capteurs ou est-ce que tu as mis des capteurs et tu dis, tiens, ça ramasse des données, je vais voir ce que je peux faire avec. Parce que ce qu'on entend souvent, c'est ça. Tiens, je peux capter des trucs, donc je vais mettre des capteurs, donc je vais avoir des données, donc qu'est-ce que je fais avec? L'auto-adaptabilité, le learning component, est-ce que c'est vraiment... La sensibilité au contexte est nécessairement liée avec des awareness, right? Oui, donc c'est capté par, télépathie. Est-ce que c'est ça, la sensibilité au contexte, c'est de pouvoir ramasser des données ou c'est de pouvoir ajuster, adapter selon les paramètres? Ils ne sont pas nécessairement surpris. Oui. Je sais que c'est philosophique. Mais je vais dire des choses beaucoup plus graves que ça. Alors, save this for more important issues. Oui, c'est ça. L'utilisateur, il n'aime pas ça passer le temps. Oui. Est-ce que le cocktail technologique a des conséquences sur les exigences architecturales? Mais non. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si SPA égale IoT plus IA plus cloud, alors il y a deux types de SPA, celles qui sont des modernisations d'applications existantes, les nouvelles générations de SPA, et donc je vais les aborder de cette façon-là. Ouais, on est là pour un petit bout. Attendez, 13, oh mon Dieu. OK.
J'ai cherché cette image juste pendant le Beautiful Woman Buying. Ah oui, j'ai pas vu ça. Donc, imaginons une expérience d'achat. Donc, une personne, je vais la dessiner, mais ça sera beaucoup moins belle que la photo. Donc, une personne qui va dans un magasin de chaussures. Donc, il y a ici le showroom. Il y a ici le magasin, c'est-à-dire le warehouse. On a mis ici José. J'ai utilisé tous les stéréotypes possibles. Euh, Ici, c'est Jean. Elle, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mathilde. Et une caissière qui s'appelle Martin. Non, une caissière qui s'appelle Mathilde. Euh, donc, donc, imaginons une expérience d'achat. La personne cherche un certain type de chaussures. Elle rentre. Elle va parler à un associé. Il ne faut pas dire que c'est un employé. Qui s'appelle Jean, lui dit, écoute, moi je suis, je peux vous envoyer le chapitre par la suite. Je suis debout souvent parce que je pars aux j'anime des ateliers. J'ai besoin de chaussures confortables mais professional looking. Donc Jean regarde, ok, il lui conseille, il prend deux, trois modèles. Il a fait euh, deux, trois modèles sur l'étalage. Il va voir la personne qui s'occupe du warehouse. Il dit, écoute, donne-moi deux tailles consécutives de chaque modèle. Ramène les 6 paires, le donne à Mathilde. Donc, Mathilde essaye les 6 paires, puis finalement, elle en prend une, elle se dirige vers la caisse. Jean va retourner les 5 paires non prises à la personne qui est responsable du magasin. Mathilde va à la caisse, la caissière lui dit il y a des produits qui. Veux-tu un produit pour prendre soin de tes bottes? Il dit oui, lesquels? Puis elle lui montre deux ou trois produits. Puis finalement, Mathilde prend un produit et prise son camp ou quitte le magasin selon votre vocabulaire préféré. Donc, ça va faire le bonheur de Abdel. Voici un processus VPMN pour, pour décrire. Donc, ça, c'est le. Ah oui, elle s'appelle Mary dans le livre. OK. Ah oui, la caissière s'appelle Elena, excusez-moi. Ah oui, le gars, c'est ça, s'appelle John. Donc ça décrit un peu le processus qui se passe dans le magasin. Alors, on a l'habitude d'informatiser des processus du monde réel depuis que l'informatique existe. Okay? Il y a différents niveaux d'informatisation. Quand je veux informatiser un processus, je peux le faire à différents niveaux. Donc, premier niveau, c'est je veux juste enregistrer de l'information sur les entités manipulées par le processus. Okay? Donc, ça, c'est comme le niveau d'informatisation de base. Ici, il y a les chaussures et l'argent. Donc, c'est un magasin de vente de chaussures. Il y a des chaussures qui sortent, il y a de l'argent qui rentre. C'est tout ce que j'ai besoin de comptabiliser. Donc, une caisse enregistreuse bête là, va faire l'affaire. Puis là aussi, on peut imaginer différents scénarios. Est-ce que j'enregistre juste le prix et je dis qu'il y a une chaussure ou est-ce que c'est le modèle, la couleur, etc. Donc, dépendant de quel type d'affaires je veux faire, je peux enregistrer plus ou moins d'informations. L'autre niveau d'informatisation ou de prise en charge de mon processus, c'est enregistrer l'information sur les actions, sur qu'est-ce qui se passe dans le processus, donc sur les activités. Et là, la transaction principale qui se passe ici, c'est l'achat. Donc, la personne, elle rentre avec de l'argent, elle sort avec une chaussure. Donc, achat, mais avec différents niveaux de détail. Est-ce que je veux savoir c'est quoi l'adresse de la personne? Est-ce que je veux savoir c'est qui le vendeur? Pour qu'il ait ou qu'elle ait sa commission, etc., etc. Mais en gros, je vais enregistrer de l'information sur la transaction. Donc ça, c'est le prochain niveau d'informatisation. J'ai mis possiblement mouvement d'inventaire parce qu'il y a une chaussure qui va quitter le magasin. José voudrait peut-être, bon, s'il y a un vendeur, ça va, mais s'ils sont 40 sur le plancher, et puis les gens lui demandent différents modèles, etc., il voudrait peut-être savoir qui a pris quoi et qui a retourné quoi. Okay? Donc ça, c'est peut-être possiblement une autre transaction dont je veux prendre compte.
je peux digitaliser certaines activités. Et là, j'ai fait la distinction que j'ai oubliée parce que j'ai relu le chapitre hier. Je dis, waouh, c'était pas toujours positif, mais ça date de 3 mois. Euh, il y a une différence entre digitaliser et automatiser. Puis je vais parler d'automatiser. Digitaliser, c'est avoir un équivalent digital d'une activité manuelle. Par exemple, je regarde les produits. Donc, ce que j'ai appelé browsing, je n'ai pas trouvé un terme. Je n'ai pas trouvé rapidement un terme. J'ai appelé ça browsing. Essayage, je vais essayer. Je vais essayer de produire. Ça va bien pour les vêtements, de les essayer virtuellement, pour les chaussures un peu moins. Fouille d'informations, spécifications à produits, etc. Tout ça, je peux les digitaliser. Donc, au lieu d'être dans le magasin à regarder, en fait, je peux le faire dans le magasin en ligne. Après, l'étape de prise en charge supplémentaire, c'est automatiser les activités cognitives. OK? Parce que là-dedans, il y a des activités physiques. Ça, c'est des activités physiques qui ne demandent pas de jugement. Ici, ben, on rentre dans le décisionnel. Donc, Jean, prenant connaissance des besoins de Martine, va la conseiller. Jean connaît les différents fabricants de chaussures, il sait qui fait des chaussures ergonomiques, etc., etc. Donc, il y a toute cette étape de conseil. Ça aussi, je peux l'automatiser par un système de recommandation qui peut utiliser un mélange de technologies, donc soit des règles d'affaires ou bien de l'apprentissage machine. Excuse-moi. Il y a Oui. pas une étape entre les deux où c'est automatiser des activités physiques. Par exemple, le mouvement des chaussures entre le magasin et le showroom, le mouvement des chaussures entre Jean et Martine, c'est ce genre de truc, où ça pourrait être un robot qui le ferait. Oui, C'est pas oui, cognitif. je pourrais peut-être remplacer José. Ouais. C'est comme dans les warehouses de Amazon. Maintenant, il y a des robots qui vont aller chercher les trucs, etc. Oui. Ici, je suis un peu entre informatiser une boutique et une boutique en ligne. Donc, je vais en dire 2 mots dans le prochain slide si ma mémoire est bonne. Mais ça, ce que j'ai appelé ces 4 points cardinaux, évidemment, il y a tout le spectre entre les deux. Puis dans une application, il y a une partie de processus qui va être prise en charge jusqu'aux activités cognitives. Il y a d'autres parties de processus qui vont rester où je vais juste enregistrer les entités. Donc, ça ne va pas être un support uniforme de toutes les étapes du processus. Différentes étapes peuvent être supportées à l'un de ces niveaux-là ou des niveaux intermédiaires. Euh, Ici, si on avait tout ça, on a zéro information sur les états intermédiaires du système entre transactions. OK? Alors, ironiquement, ça, ce n'est pas un problème avec le système en ligne. Parce que le système en ligne, il enregistre tout ce que vous faites. Si vous faites du browsing, vous passez d'une page à une autre, vous faites des requêtes, le système retient ça. Et donc, le système peut voir qu'est-ce que vous faites. Mais vous rentrez dans une boutique, puis je ramène ça un peu à SPA pour expérience consommateur immersive, ben, toute cette information-là, je la perds. Euh, un bon vendeur ou une bonne vendeuse, plutôt que de regarder son téléphone, quand les clients arrivent, va voir où est-ce qu'ils se dirigent, c'est quoi leur attitude, c'est quoi etc., etc. Et ils vont pouvoir les conseiller. Ils vont dire, ah, tu sais, ce rayon-là, il n'y a vraiment personne qui ne le regarde. Ah, j'ai remarqué qu'en sortant près de la caisse, les gens se tournent toujours vers là, etc., etc. Moi, il y a une histoire que j'aime raconter qui m'est arrivée il y a presque 30 ans. Je magasinais pour une auto que je voulais amener avec moi en Tunisie, mais que je n'allais pas utiliser moi-même. Donc, je n'avais pas d'engagement sentimental dans l'auto. J'ai magasiné, j'ai magasiné, j'ai magasiné. En fait, je magasinais juste le prix. J'avais dû sur le modèle, etc. Je suis allé dans un concessionnaire. Je suis rentré. Il y a un gars qui avait son bureau juste près de l'entrée. Il m'a dit, toi, il m'a fait comme ça. Je dis, oui, je rentre. Il m'a dit, toi, tu vas acheter ton auto ici. Je lui ai dit, c'est juste une question de prix. Je suis assis.
C'était conclu 5 minutes après. Après, je lui ai dit, what gives? Il m'a dit, je t'ai vu arriver. Il a son bureau près du parking exprès, parce qu'il voit les gens sortir de leur auto. Il m'a dit, d'abord, j'ai vu ton auto. Après, j'ai vu ton attitude. Il m'a dit, le pas ferme. Après, tu n'étais pas comme ça. Il m'a dit, tu es rentré. J'ai vu que tu regardais l'accueil et tu t'en allais vers l'accueil. Je me suis dit, ce gars a déjà décidé ce qu'il veut acheter. Il va juste nous écœurer avec la négociation. C'est pour ça que je t'ai dit, viens rentrer. Tout ça, vous ne l'avez pas avec le en ligne. Le pas des... Oui, Nawel, ça ne lui ressemble pas, ça. Nawel rentre. D'ici un temps, je vais fermer la baie. Nawel, c'est les gardiens de sécurité qui la sortent de la baie. C'est ça. Euh, donc, il y a toutes ces informations-là sur les états intermédiaires que je n'ai pas. Qu'est-ce que les clients regardent? Malheureusement, Igal n'est pas là. S'il était là, il m'aurait dit... Ben, Igal, lui, ce qui l'intéresse, c'est dans un magasin de vente de lunettes, quelles sont les lunettes que les gens prennent, etc. Alors, tout ça, c'est de l'information que je n'ai pas. C'est un état intermédiaire. Les niveaux d'informatisation que je vous ai montrés jusque-là, ce que ça fait, c'est quand tu achètes, je vais enregistrer ça. L'autre limitation de ce système-là, c'est toute fonctionnalité du système est nécessairement enclenchée par un être humain. Je peux qualifier ça un tout petit peu, mais en fait, ça prend quand même quelqu'un, ça prend la caissière ou ça prend quelqu'un pour faire quelque chose. Quand José sort une paire de chaussures de l'inventaire, il faut qu'il fasse de quoi, il faut qu'il le scanne, etc. Donc, ça prend toujours un être humain pour enclencher une action. OK? Alors, c'est énervant ce truc. En tout cas, comment l'IoT augmente les processus traditionnels? OK. Je trouverai ça plus tard. Après, question continue, ça prend toujours un être humain pour enclencher une opération. C'est par rapport à cet exemple. Oui. Par rapport à cet exemple. Donc, même si j'automatise complètement cet exemple de processus traditionnel, ça prend quand même quelqu'un pour faire une transaction. Ça prend un être humain. Et donc, c'est là que ça rejoint la demande de CRSLG de Rosled. Alors, comment est-ce que les objets connectés augmentent les processus traditionnels? C'est collect information on intermediary states. C'est tout ce qui se passe entre transactions. Je n'ai pas cette information-là. Je peux informatiser ce que je veux dans un magasin. Je n'ai pas cette information-là. Où vont les clients? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils regardent? Qu'est-ce qu'ils essayent? Qu'est-ce qu'ils retournent? L'intérêt de cette information-là, c'est que ça ne va pas nécessairement influencer cette instance du processus qui est en cours de déroulement. Par exemple, ça va savoir que tu es passé par tel rayon, ça ne va pas nécessairement te faire acheter plus, mais par contre, ça va m'aider pour améliorer le placement des produits dans les rayons. Donc, ça, c'est le sens de optimize other processes. Et it may influence the outcome of the current process instance. Si tu es rentré et je vois que tu es sorti, ben, dans un vrai magasin, le vendeur ou la vendeuse va te courir après, va te dire est-ce que vous avez trouvé ce dont vous avez besoin, qu'est-ce que vous avez besoin exactement, etc. Donc, dans un vrai magasin, les gens peuvent influencer. S'ils ont cette information-là, les gens peuvent influencer la fin du processus. Et là où ça va plus plaire à Abdelrahman, c'est detect resource movements across organizational boundaries. Quand José donne des paires de chaussures à Jean, dans situation normale, il ne se passe rien. Donc, après, il dit à Jean, retourne-moi les paires dont tu as besoin. Si la boutique est vraiment organisée, José, il faut qu'il note les paires qui sont sorties. Et s'ils sont vraiment bien organisés, il va avoir un scanner barcode, il va dire, OK, ces paires-là ont été données ben, ça, avec de l'IoT, des capteurs, je n'ai pas besoin de le faire. Je peux me passer de cette étape-là. Une paire de chaussures sort par la porte. J'ai une paire qui a un tag, elle sort par la porte, ben, je sais qu'elle est sortie. Je sais qu'elle n'est plus dans le magasin, qu'elle est dans le showroom. Donc,
la détection de... Alors, pourquoi c'est intéressant, la détection de Resource Movement? REA, Resource Event Agent, ça, c'est un framework pour la modélisation, de description de ce qui importe dans les processus d'affaires. Je vais le dire comme ça. Donc, c'est un prof de comptabilité, qui s'appelle Bill McCarthy, qui a dit pour faire une bonne comptabilité, il faut se concentrer sur les choses les plus importantes dans une entreprise. Resource Event Agent. Il dit anything that, les seules choses qu'on a besoin d'enregistrer dans la comptabilité, c'est les choses où des ressources changent de main. Okay? Donc, j'achète quelque chose, je te donne l'argent, tu me donnes quelque chose en échange. Il a dit, that's worth counting. Et ça, il faut le faire pas juste à la sortie, là, pas juste quand Mathilde sort. Là. J'ai besoin de le faire à chaque fois qu'une ressource change de main. Donc, ça, c'est le event, c'est le changement de ownership. Le agent, c'est qui donne, qui reçoit. Et donc, c'est ça le resource event agent. Alors, souvent, quand une ressource change de frontière organisationnelle, elle vient de changer de ownership. Elle vient de changer de... J'ai oublié c'est quoi le terme anglais que j'ai utilisé. A changé de manipulateur. On peut discuter longtemps, mais ici, elle sort du magasin, elle va dans le... Alors, minimalement, it's worth recording, mais ça peut aussi signaler la conclusion d'une transaction. Et les magasins Amazon Go, c'est ça. Magasin Amazon Go, il n'y a pas de caisse, il n'y a pas de caisse ni de caissière. Vous rentrez, vous avez un cadre, vous mettez des produits. Quand vous sortez, ben, si vous sortez avec, votre carte de crédit est facturée. Donc, à ce moment-là, on prend pour acquis que quand ça sort du magasin, ça vous appartient. Tant que vous roulez dans le magasin, ça va. Vous sortez par les deux barrières, hop, ça vous appartient. Donc, revenir à la problématique, augmenter les techniques actuelles avec deux questions, pour revenir aux problématiques d'exigence. Pour les applications traditionnelles, augmenter avec l'IoT. Comment est-ce qu'on peut augmenter les techniques d'exigence traditionnelles? C'est en posant deux questions. Y a-t-il des mouvements de ressources à travers les frontières organisationnelles qui mériteraient d'être enregistrés? Et pour les activités manuelles, y a-t-il des états intermédiaires dont la capture permet d'optimiser d'autres processus ou qui permet de changer le cours du processus actuel? Donc, si je veux contextualiser une application, si je veux la moderniser avec de l'IoT, je veux savoir c'est quoi les exigences, je pose ces questions-là. En posant ces questions-là, s'il y a des réponses utiles, ça va me dire après quel capteur mettre, où, etc., etc., etc. OK? Notamment pour contrer le vol à l'étalage dans les grands magasins, quand les gens font des cabines d'essayage. Par exemple. Par exemple. Tu regardes qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Et puis, OK. Là, c'est juste le premier tiers de la présentation. Je vais essayer de conclure en 20 minutes. C'est quoi la différence entre ce que je viens de vous décrire comme processus que j'ai contextualisé, donc l'achat d'une chaussure dans un magasin, et un exemple de comme Connected Health. Okay? Pour le magasin, pourquoi j'ai mis en ligne? Le processus réel sous-jacent qui est supporté pour le magasin, c'est la fouille d'informations, poser des questions, l'essayage et le paiement. Pour une application de monitorage de patients, le processus qui est supporté par l'application, c'est juste being, vivre. OK? C'est une application de monitorage, c'est juste, on veut juste accompagner le processus de vie. L'impact de l'informatisation sur le processus réel. Pour le cas d'un processus comme ça, tout est chamboulé. Pour le cas de monitorage de patients, je vais juste mettre la montre. Peut-être qu'il t'en va avoir.
Hein? Si vous avez quelque chose qui empêche les gens de tomber, ben, le monitorage, l'impact, c'est qu'ils ne tomberont pas. Oui, c'est totalement vrai. Mais dans le déroulement, seconde par seconde, moi, je vais continuer de vivre, j'ai juste un accompagnateur. OK? Les acteurs du processus réel, ici, il y a l'acheteur ou l'acheteuse, le vendeur ou la vendeuse, caissier et caissière, commis magasin. Ici, c'est le patient. Acteur du processus digitalisé. Ici, je retrouve plus ou moins les mêmes. Ben, au moins l'acteur principal qui est l'acheteur. Mais ici, il n'y a pas d'acteur, c'est le système. L'application, elle tourne toute seule. Et donc, c'est la différence entre implémenter un processus versus instrumenter un processus. Donc, pour les gens en programmation, là, dans les langages et dans le système, nous avons une certaine compréhension de c'est quoi to instrument code. Donc, le code continue de rouler, mais je rajoute des choses qui vont se passer. Je vais produire des traces. Oui. Quand tu parles de monitorage de patient, l'exemple que tu utilises souvent, c'est ton projet avec Christian. Ben là, ce n'est pas un projet, c'est-à-dire oui, oui. On n'a pas. Est-ce que tu as d'autres exemples? Parce que dans d'autres exemples, ça pourrait être moins. Hein? Ben, en général. Ce qui est oui. Je vais présenter comme une métaphore. En fait, j'utilise la métaphore du digital twin. OK? Donc, tout ce qui est digital, ça se généralise à là où tu peux utiliser la métaphore du digital twin, mais sans plus. J'ai une discussion là-dessus avec Anis à un moment donné. Oui, cette métaphore, elle a ses limites. Okay? Donc, ça ne s'applique pas à tous les cas possibles. Prenons quelqu'un qui a le diabète, qui a une pompe à insuline, et que maintenant, il est surveillé continuellement. Oui. Et le surveillage fait que la pompe à insuline donne plus d'insuline ou moins d'insuline, donc on contrôle le bonus et le bazar. Et on voit cette information à une infirmière qui surveille ça tout le temps. Oui. Une application directe et qui existe, que mon fils utilise. Monitorage, l'impact de l'informatisation, il est beaucoup plus important. Ça rejoint un peu la question de Claude. Il dit ben, la différence, c'est que la personne ne va pas tomber. Oui. Pas seulement. Tout le comportement change, enfin tout change. La personne change complètement de comportement. OK. Et change de beaucoup de choses. Oui. Pour moi, à cause des contraintes de l'application ou bien au niveau comportemental? À cause de contraintes de l'application, à cause de l'habitude que est-ce qu'une personne qui va sentir qu'il est en hyperglycémie ou hypoglycémie, c'est différent qu'une personne qui se fie à une machine pour lui dire tout le temps c'est quoi sa valeur glycémique. C'est complètement différent. Maintenant, il attend la sonnerie, alors qu'avant, il est toujours en surveillance de lui-même. Est-ce qu'il est en perte de concentration ou pas? OK. Donc, ça, c'est un aspect, je dirais, user experience. C'est un aspect d'utilisabilité. Mais dans le fonctionnement, la différence que je fais ici, c'est qu'une application de monitorage de patients, elle instrumente des processus biologiques. OK? Ces processus, je ne vais pas informatiser le processus biologique. Ça, c'est mes cellules, le cœur bat, le sang circule. Non, par exemple, il faisait un test de glycémie avec un piquage de loi 5, 6, 7 fois par jour. Maintenant, il ne fait pas. Ça, c'est un changement. Alors, ça, de l'informatisation. L'instrumentation peut changer le comportement. Ou en tout cas, le feedback que l'application donne change. Et l'observation que la personne fait. Mais en fait, c'est différentes dimensions de l'impact. Oui, oui. Vraiment user experience. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça ce que j'essaie de voir. C'est sûr, si je porte une application de fitness, le but, c'est que ça me change c'est que ça change mes habitudes.
Mais moi, je parle du processus biologique ou physiologique de marcher, de contracter les muscles, etc. Ces applications ne le font pas à sa place, elles vont surveiller. Bon, après, elles vont recommander, justement, je vais vous montrer après. Elles vont entreprendre des actions pour faire dévier le cours, mais c'est pas elles qui run the underlying biological process. Donc, oui. Oui, dans un autre ordre d'idée aussi, bon, c'est sûr que ce que tu présentes ici par rapport au processus d'achat de magasin en ligne, le monitoring, c'est ce que tu as présenté tout à l'heure. Parce que, exemple, les acteurs dans un système de monitoring, ce n'est pas nécessairement seulement le patient, ça peut être autre chose. La même chose quand tu parles de magasin en ligne, quand tu parles d'acteurs du processus réel, oui, d'accord, actuel, mais par contre, quand tu passes à la digitalisation, probablement, tu ne peux pas garder la caissière. Oui, oui, c'est pour ça que je l'ai mise entre crochets. Donc ça, c'est pour dire c'est optionnel. Je peux aussi me débarrasser de tout ce monde-là. Mais il y a un acteur qui va... En fait, dans une version antérieure du slide, j'avais juste acheteur. Après, je me dis, oh, non, en fait, ça dépend un peu du niveau de digitalisation. Ça se peut que je garde l'un de ceux-là, mais l'acheteur, il reste. Tu rajoutes aussi qui va ajouter les articles. Enfin, c'est un peu le même genre de rôle, mais Ben, en tout cas, ça va être un sous-ensemble de ça, mais il y a un acteur principal qui va rester, c'est l'acheteur. Dans le digitalisé pour le monitoring, le patient. Non, ce n'est pas le patient qui agit sur c'est l'application, elle roule toute seule. C'est pas oui, le patient, il va la porter, mais l'application, elle roule toute seule. Oui, c'est un acteur secondaire. C'est pas un acteur primaire. Déclenche. C'est pas lui qui déclenche, ça roule tout seul. Oui. Oui, mais pour cette notion n'existe pas dans le monde processus. Le monde réel, c'est le monde réel. Donc, le patient est plus là. Oui, mais dans le monde réel aussi, il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui sont là en support. Tu prends n'importe quelle application, there is a business user qui exécute un use case Non. pour satisfaire. Donc, dans le monde pseudo-réel, oui, tu vas le disparaître, mais dans le monde réel, il est toujours là. Même si. C'est une partie prenante, ce n'est pas un acteur au sens informatique du terme. OK. Oui, oui, tu parles. Mais oui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des choses plus graves que je fais comme hypothèse sur lesquelles. Donc pour moi, c'est ça implémenter versus instrumenter un processus. OK. Donc dans les nouvelles SPA, on instrumente un processus. Il y a aussi l'idée de fonctionnement en arrière-plan, mais l'application se manifeste en cas de problème. Donc ça a des implications architecturales évidemment assez importantes. Okay? Alors que dans un système d'information traditionnel, le système dort et il se réveille quand quelqu'un passe quelque chose à la caisse. Ici, par défaut, il roule. On n'en entend pas parler, sauf si un état mérite attention. OK? Donc, et là, j'ai essayé de regarder un peu quelle métaphore pourrait être utile pour me guider dans l'élicitation des exigences. OK? C'était ça un peu ma préoccupation. Bon, ça, c'était pour le chapitre méthodologie du maudit livre. Au début, c'était Jérôme qui devait écrire un peu de la bullshit IBM là, sur le je sais pas quoi. Il y avait plein de buzzwords, puis après, il n'a pas eu le temps. Donc, je dis, OK, on va faire un chapitre de méthodologie. J'aurais peut-être dû laisser Jérôme faire ça s'il avait pas. Donc, trouver une métaphore qui m'aide à éliciter les exigences de ce type d'application-là. Et ce qui m'a fait penser un peu, c'est ce que fait Hamid, en fait. Hamid s'intéresse aux applications de chronic obstructive pulmonary disease, une sorte d'asthme chronique.
ce qu'on développe, ce que Hamid développe, c'est des applications qui essayent de prévenir des exacerbations de cette maladie-là qui font que la personne doit aller à l'hôpital. OK. Puis on regarde, hein? Oui, oui. Non, son intérêt est juste scientifique. Juste scientifique. Puis là, je me suis dit, en fait, si je pense à monitorage de patients, très souvent, c'est une prévention d'exacerbation de. Donc, assistance à la conduite, ben, sur mon auto, si je roule pendant plus d'une heure et demie, à peu près à la même vitesse, il y a un truc qui me dit, je vois le signe café qui apparaît sur mon tablet de bord. Je lui dis shut up et je continue à conduire. Donc, on peut imaginer des applications de prévention pour vous maintenir réveillé. Si vous conduisez, que vous pouvez avoir des capteurs qui peuvent détecter les conditions de la route. Ben, l'ABS, c'est pour la prévention de dérapage. Vous faites de la surveillance d'infrastructures routières, vous voyez c'est quoi les voitures qui arrivent sur une voie d'accès vers l'autoroute. Ça peut vous amener après à ce que vous voulez prévenir, c'est la congestion. Donc, vous allez ajuster la fréquence et la durée des feux rouges, etc. etc., etc. Donc, je me suis dit, au fond, la métaphore, il y a une métaphore commune qui pourrait être utile, ça c'est mon hypothèse, c'est que cette catégorie d'applications-là, leur but, c'est de prévenir certaines issues, certains outcomes, etc. Bon. Après, je vous dis, ben oui, mais des fois, ce n'est pas le cas. Par exemple, l'application de gestion d'expérience client, le but de travail de Iman, c'est comment faire de telle sorte que le client ait toujours le sourire. Donc, atteindre un état de béatitude. À ce moment-là, ce n'est pas prévenir un état, mais c'est atteindre un état. Voilà. Oui, mais atteindre un état S, c'est prévenir les états complémentaires AS. Ouais. Bon, ça dépend combien d'états et combien d'états complémentaires, là. Des fois, c'est utile, des fois, ce n'est pas utile. Bon, c'est pour ça que je dis, yeah, thanks for the insight. Ben, en tout cas, je vais m'intéresser à prévention. À ce moment-là, ça devient un problème de reconnaissance d'état. Donc, le but de ces applications-là, c'est elles surveillent, elles veulent reconnaître un état. Si c'est la prévention, elles veulent reconnaître, ben, soit elles veulent reconnaître un état où il ne faut pas aller. Bon, reconnaître qu'un patient est tombé, ce n'est pas très utile. Mais en tout cas, ça revient à de la reconnaissance d'état. Donc, ça devient comme un problème de classification. Donc, reconnaître un état qui t'amène dans un mur. Par exemple, tu es en train de conduire, tes yeux se sont fermés. Donc, j'ai besoin d'une application pour reconnaître ça. Et là, mon objectif, c'est de te faire dévier du mur. Je vois que tu t'en vas dans un mur, je découvre que tu t'en vas dans un mur, tu dors, et puis alarme ou verre d'eau dans la face. Bon, dans une voiture, ce n'est pas très pratique. Les cris de ma blonde, oui, ça fonctionne aussi. Tu t'endors. Donc, ça l'idée. Donc, Preventing Outcome, c'est reconnaître un état qui t'amène dans un mur. Et si tu l'as reconnu, tu prends une action pour te faire dévier du mur. Parce que si te dire, ah, tu es en train de tomber, like, OK, thank you. C'est pas très utile à ce stade-là. Ensuring Outcome, c'est un peu plus compliqué. S'il faut que j'ai une idée de ton modèle comportemental et je sache qu'en fait, si je t'amène là, ce sera plus facile après de t'amener là, etc. Bon, ça devient un peu plus compliqué, mais reconnaître un état qui t'amène là où je veux. Okay? Si je suis une application de commerce électronique, c'est là où le vendeur veut t'amener et te pousser dans cette direction-là. L'idée de Preventing Outcome, celle-là, c'est une blague que j'ai entendue et que j'ai trouvée drôle. Quelqu'un est assis à sa fenêtre, il voit quelqu'un qui tombe, lui dit How's it going? Il lui dit So far, so good.
reconnaître cet état-là n'est pas très utile. OK? It's just a matter of time. 2 secondes après, il s'écrase. Donc, moi, ce que je veux, c'est l'attraper avant. Donc, euh, prévenir, c'est... Donc, je dois reconnaître pas cet état-là. Rendu là, c'est trop tard. OK? Ce que je veux reconnaître, c'est un état qui m'amène vers ce que j'ai appelé un unrecoverable state. C'est-à-dire un état à partir duquel, tôt ou tard, tu rentres dans un mur. Donc, moi, ce que je veux, c'est reconnaître les états qui précèdent ça. C'est tant qu'il est possible de dévier de trajectoire. Mais une fois que tu as commencé à tomber, c'est trop tard. Peu importe combien de temps ça te prend. OK? Donc, recognizing states that lead to unrecoverable states et are not themselves unrecoverable states. C'est-à-dire, il faut que j'ai quand même une bifurcation qui me permet d'éviter la catastrophe. C'est ça les états que je veux reconnaître. Euh, et ayant reconnu ces états-là, après, je dois prendre une action pour dévier de trajectoire. Donc, ça devient ça, ma métaphore. Bon, ici, je prends un exemple bon, qui n'est pas très lisible. Bon, c'est un exemple de conduite automobile. Je conduis, je roule à 80 km à l'heure. Après, je roule à 105 km à l'heure. Si je m'en viens dans un virage où la route est glissante, c'est sûr que je vais déraper et je vais rentrer dans le champ, au sens propre et figuré. Ou bien je roule et il y a un animal qui traverse devant moi, et je freine, c'est glissant, je rentre dans le champ aussi. Voilà. Donc ici, l'état que je veux reconnaître, c'est 65, c'est quand je roule à 65 miles. Lui, en soi, n'est pas dangereux, mais il peut amener à 2 états dangereux qui sont unrecoverable. Donc un virage raide, et où je rentre dans le champ, ou un orignal qui traverse la route, et je rentre aussi dans le champ. Mais si je peux voir la route devant, à ce moment-là, je peux être moins conservateur. Parce que je peux voir le virage, donc je peux continuer à rouler à 65 miles à l'heure jusqu'à 2 km avant le virage, parce que je sais qu'il y a un virage qui s'en vient. Et là, je ralentis. Ou bien j'ai un truc qui détecte, qui voit qu'il y a un orignal qui est en train de s'approcher de la route et qui va traverser. Donc là aussi, je peux continuer à rouler vite, mais if I can look ahead, euh, je peux ralentir au dernier moment. Alors que si je ne vois rien, ben, je vais juste pas rouler à 105 km à l'heure. Je vais rouler à 80. Bon, j'ai oublié what point I was trying to Je make. te remercie, je dois y aller, j'ai un coup. OK, Alors, vas-y. ça repart. Merci. C'est un peu pas long, non? Moi, je vais essayer de conclure rapidement. Ouais, je vais essayer de conclure d'ici 7 ou 8 minutes. OK. Ouais. Pour faire une métaphore, ce que je connais, what's going to happen ahead, c'est quoi le contexte dans lequel il se fait? Est-ce que ça fait référence à la connaissance du contexte ou l'utilisation d'IA pour connaître plus? Non, en fait, ni l'un ni l'autre. La reconnaissance du contexte, ça, c'est le maintenant. Ouais. Ça, c'est juste, je connais la route. Ouais. Je sais ce qui s'en vient. Mais l'exemple de connaître la route, il est assez Chargé. Non, il est assez straightforward. Je Oui. connais cette route ou je la connais. C'est binaire. On va voir. Oui, je vais oui, je vais le formaliser un peu plus. Donc, ce que j'ai trouvé utile comme façon de réfléchir aux exigences fonctionnelles de systèmes comme ça, donc on a parlé de preventing outcomes, je me suis dit en fait c'est un peu l'image du digital twin. Donc mon SPA, c'est un digital twin du système que je suis en train d'observer. Et je vais lire son état, je vais lire l'environnement et je vais essayer de l'empêcher d'aller dans un mur. OK?
Donc, ça, c'est mon modèle à moi du comportement du spa, du comportement de la patente que je suis en train de surveiller, que je suis en train de monitorer. OK? Tout le problème, c'est how much do I know about the behavior? OK. Tout le problème vient là. C'est que je ne connais pas vraiment comme il faut le modèle comportemental de cette patente-là. Mais l'idée du digital twin, c'est qu'il y a un système, il y a un système à côté qui travaille avec un modèle comportemental du système que je suis en train de surveiller. Je lis des informations, je récolte, je dis OK, il est dans cet état-là, je fais mes calculs, puis je lui envoie une commande pour le faire changer d'état. Euh, les systèmes typiques où on utilise le digital twin, c'est des systèmes, je dirais, plus ou moins mécaniques, plus ou moins prévisibles. Les inconnus, c'est au niveau des incertitudes, des imprécisions des mesures, des affaires comme ça. Mais globalement, si j'ai un digital twin pour une machine, je sais comment elle fonctionne, la machine. Les inconnus sont dans la mesure, dans le measuring metrics. C'est pas vraiment dans le modèle, pas tellement dans le modèle. Donc, je me suis imaginé comme une boucle. En fait, le SPA, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il exécute cette boucle. Donc, d'abord, au départ, donc, le SPA reproduit le comportement ou a une représentation du comportement du système sous observation. D'abord, il initialise son système avec l'état du système. Après, tant qu'il y a des entrées, il va lire prochaine entrée. Il va calculer il va prédire l'état du système selon son modèle du comportement du système. Je peux vous envoyer la présentation. Hein. J'ai vu qu'il y en a qui prennent des photos. Je peux vous envoyer le chapitre aussi. Donc, Vous envoyez le livre, finissez-le. oui, ça aussi. Je peux vous l'envoyer si vous le finissez. Donc, ma représentation du prochain état du système, j'ai ma fonction qui calcule. Il dit en fonction du input, selon ma compréhension du comportement du système, j'appelle une fonction qui est next state. J'ai rajouté cette étape-là. J'ai initialisé mon état avec l'état du système. J'ai mon modèle de comportement du système. Et puis après, je regarde c'est quoi le input de l'environnement et je calcule le prochain état. Mais tous ceux qui ont fait des systèmes de contrôle savent que ce n'est pas assez. Parce que ta représentation du comportement peut dévier progressivement du vrai état du système. Donc, il faut de temps en temps que tu reviennes et que tu prennes des mesures directes sur le système. Pas juste te fier à ton modèle de son comportement. Ça, c'est l'idée de l'étape qui est là. OK, j'ai calculé ce que je pense être l'état suivant du système, mais est-ce que j'ai besoin de vérifier? Donc, c'est ça le needs to check. Et si je trouve que I need to check, ben, je vais aller lire l'état du système. Et si les deux états ne sont pas alignés, ben, je les ajuste. Donc, dans un système de contrôle des commandes, je suis en train de contrôler un engin. Je règle la vitesse du moteur. Je pense qu'il va s'en aller là. Ben, dans 2 secondes, je mesure est-ce qu'il se dirige où. Et si c'est pas moi, j'avais prévu qu'il serait là et lui, il se dirige là parce qu'il y a peut-être un peu de vent dont je n'ai pas de compte, ben, j'ajuste. Oui. C'est calibré. C'est needs to check, c'est besoin de calibrer. Ça dépend de l'application. Ça dépend de l'application. Donc, par la suite, une partie de la capture d'exigence, c'est how often do you need to check? C'est quoi les critères pour que j'aille demander l'état du système de nouveau? Moi, ce que j'essaie de faire ici, c'est de trouver quelles sont les questions que je vais poser aux spécialistes du domaine pour faire rouler le SPA. Et donc, cet algorithme, c'est dans l'esprit d'identifier ces questions-là. Justement, ça, c'en est une. How often do you need to check? Quels sont les critères? Est-ce que c'est au bout de 10 mesures? Est-ce qu'au bout de 5 minutes? Est-ce que parce que la dernière mesure était... Parce que mon dernier guess était trop loin de ce que j'ai mesuré?
Donc oui, ça va faire partie des connaissances que je dois éliciter. Donc, si les deux ne sont pas alignés, puis bon, aligné, ça ne veut pas dire identique, ça veut dire identique ou ça veut dire within a certain margin of error. Ou si j'ai un modèle stochastique, ben, avec une certaine probabilité, en tout cas, ça va dépendre de l'application, du modèle comportement que j'ai, etc. Donc, is not aligned, ça c'est large comme concept. Puis resolve difference, ça aussi c'est large comme concept, mais ça fait partie des questions que je poserai à l'expert du domaine pour lui dire qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là. Donc, j'ai fait tout ça. J'ai maintenant l'état, je pense, l'état du système. Okay? Soit comme je l'ai déduit ici, par mon modèle propre, soit je l'ai déduit, puis j'ai vérifié que machin, et puis finalement j'ai mesuré, et c'était pas un truc. En tout cas, rendu là, j'ai un accurate image de l'état du système. Là, j'évalue l'état. Est-ce que je m'en vais dans un mur? OK? Donc, is sparse state is problématique. Si c'est le cas, comment je dévie du mur? Donc ça, c'est ce que j'ai imaginé, le processing cycle. Et ça devient ça mon véhicule pour extraire les exigences d'ASPA. Donc, je pose des questions sur tous ces points-là. Ça devient ça ce qui va driver mon processus d'exigence. Donc, je fais ça pour finir dans 3 minutes. Là. OK? Donc, le scénario idéal, j'ai un modèle fidèle du comportement du système. Donc là, vous voyez, les deux modèles sont identiques. J'ai un accurate reading de l'état du système. OK? Donc, moi, je pense qu'il est à l'état A, le système, il est aussi à l'état A. Et j'ai aussi une bonne lecture du stimulus de l'environnement. Bon, what could go wrong? Ben, en fait, tout ça. C'est ne pas avoir un modèle précis du comportement du système, ne pas avoir un moyen facile de lire l'état du système. Ça, c'est vrai dans tous les domaines, notamment dans le domaine médical. Ne pas savoir quel type de bête, what animal I'm dealing with. Dans un diagnostic médical, quelqu'un va voir un médecin et lui dit, j'ai ce problème-là. L'exemple que j'ai trouvé, que je mentionne dans le chapitre, vous avez des palpitations, ou je ne sais pas quoi, comme une anomalie cardiaque. Ce que le médecin va faire, entre autres, c'est ce qu'on appelle l'épreuve d'effort. Donc, on va vous faire marcher sur un treadmill, on augmente la vitesse, on vous branche un peu partout. Ce qu'on cherche à faire, c'est à voir comment vous réagissez à l'augmentation du rythme. Parce que le médecin a différents modèles comportementaux qui correspondent à différentes conditions médicales. Et il veut savoir which one you are. Okay? Donc, on les connaît, les comportements. Ceux qui font de la tachycardie font ça, ceux qui ont une angine, ça fait ça, ceux qui ont un truc qui est obstrué, ça fait ça. Mais c'est juste, le médecin ne sait pas vous êtes qui. Il ne vous a pas diagnostiqué encore. Donc, c'est ça le truc de not knowing who or what you're dealing with. Ou bien ne pas savoir quel état mène dans un mur. Ça aussi, ça peut être... Bon, je vais pas... Je vais voir s'il y a des choses intéressantes ici pour conclure dans 2 minutes. D'abord, l'idée de accurate behavior model, ce n'est pas en général, c'est juste pour le comportement d'intérêt, for the behavior of interest. Donc, je n'ai pas besoin de connaître tout votre comportement. J'en ai besoin pour caractériser les états problématiques et pour ne pas avoir à lire l'état à chaque fois, à lire l'état du système à chaque fois. Mais je n'ai pas besoin de savoir c'est quoi votre comportement si je sais d'avance c'est quoi les états qui sont problématiques et si la lecture n'est pas compliquée. Et l'exemple que j'ai trouvé, c'est... oui, radar. Ben là, l'état problématique, c'est tu roules à plus de 110. Pas besoin de connaître la mécanique de ton véhicule.
Et la mesure est très simple. Donc, ça, comme SPA, c'est très simple, j'ai besoin de rien. OK? Je sais que l'état problème, je ne fais pas dans le détail. Si tu roules à plus de 120, on te saisit ton auto. Et puis, la mesure, c'est très simple, c'est un radar. Voilà. À la limite, dans ce cas-là, il n'y a pas de dépendance des contextes. C'est juste tu dépasses la vitesse ou pas. C'est parce que je ne veux pas savoir est-ce que tu es bon conducteur, est-ce que ton auto, est-ce que ses freins sont bien faits, est-ce que tu vas vraiment t'arrêter à 100 mètres ou à 120 mètres ou Et je n'ai pas besoin de savoir s'il fait beau, s'il pleut ou pas. 110, puis on n'en parle plus. C'est pas contexte à vous. C'est pas C'est ça contexte que à je vous. veux dire. C'est ça, oui. L'idée de ne pas savoir la lecture du système, soit parce que certaines variables sont dures à dire, sont dures à lire, soit parce que en fait, je ne connais pas tous les paramètres. Dans le domaine diagnostic médical, je sais certaines mesures ou certains tests qui peuvent suggérer certaines conditions, mais je ne les connais pas tous. Je ne vais utiliser que ce que je peux mesurer. Donc, vous portez un device ici. Ben, si vous étiez à l'hôpital avec la maudite jupe, là, je ne sais pas comment on appelle ça, le gown, avec le... Et là, je peux vous faire passer tous les tests possibles, imaginables, mais là, vous êtes habillé, vous marchez dans la rue, je peux juste mesurer votre pouls. Donc, à ce moment-là, oui, je sais quoi mesurer, mais sauf que c'est dans le modèle ambulatoire. Ici, ça, c'est l'idée de désambiguer. J'ai différents modèles comportementaux possibles. C'est juste, je ne sais pas c'est quoi votre condition. Je vous fais un test qui va vous identifier avec l'un des profils. Euh, mais en tout cas, c'est l'idée que euh, j'ai trouvé la métaphore de état et de machine à état intéressante. Donc, ça m'a permis de raisonner là-dessus. Évidemment, dans tous les cas pratiques, il n'y a pas, vous n'allez pas avoir une machine à état que vous pourrez manipuler. OK. Donc, le requirement framework, euh, ça doit aider des analystes d'aller de user requirements à functional requirements. Pour moi, les user requirements, c'est je veux éviter cet état. Je veux éviter une condition d'exacerbation. C'est ça qui importe pour le client. Ou bien je veux devenir fit. OK? C'est ça l'exigence usagée. Maintenant, comment partir de là pour savoir qu'est-ce que l'application doit faire? Moi, c'est ça ce que je veux aider. C'est de passer de user requirements que j'ai formulé comme state recognition, comme reconnaître un état. J'ai proposé une boucle de traitement et je dis, OK, ben, tu poses tes questions à l'intérieur de qu'est-ce que ça prend pour implanter cette boucle. Voilà. Donc c'est ça le. Donc, should identify what questions to ask, how to document the answers. Donc, user requirements, intuitivement, c'est reconnaître les états et puis après dévier. Je sais que tu as des bons. Oui, oui, vas-y. En fait, l'intuition derrière ressemble beaucoup à ce qu'on fait dans le système critique avec les fault tolerance to risk. Parce qu'on cherche des états trop qu'on veut éviter à l'avance. Ils vont mettre, qui vont nuire à la sécurité, à la sûreté des gens qui utilisent un avion ou un ascenseur ou quelque chose. C'est un peu ça le raisonnement. Ça ne me surprend pas. J'utilise des états, mais souvent aussi on utilise des armes. Il faut à chaque fois que je backtrack d'un état qui potentiellement va amener à un danger, je fais un backtrack pour que le système revienne à un état safe. C'est parfait. C'est un peu similaire. Oui. Mais ils n'ont aucun moyen, des fois de moyens particuliers pour spécifier les exigences. À part ces arbres. Oui, oui. Ces arbres en fait, les arbres, c'est des traversées dans la machine à état. Exact. Oui, oui. C'est des traces de la machine. Les traces de la machine à état.
qu'on appelle des fautes de tolerance tweaks. Donc, c'est ça le diagramme que j'ai. Voici ma méthodologie. OK? Donc, je commence par poser la question, do you know which states are problematic? Donc, je ne sais pas quel état est dangereux. OK. Si la réponse est oui, est-ce que tu sais comment lire l'état? Est-ce que c'est facile de lire l'état? Si la réponse est oui, est-ce que ça coûte cher de lire l'état? Si la réponse est non, hein? C'est A. Non, pardon. Si la réponse est non, ben, juste dis-moi, OK, donc là, c'est facile, juste dis-moi qu'est-ce que tu veux faire si je reconnais cet état-là. Donc, tu sais quels états sont problématiques, ça coûte pas cher de les lire. Donc, rouler à 120 à l'heure, c'est problématique. Ça coûte pas cher, c'est avec un gun radar. À ce moment-là, juste dis-moi qu'est-ce que tu veux si j'attrape quelqu'un qui roule à plus de 120. Voilà, donc ça, c'est le cas simple. Si c'est coûteux de lire l'état, à ce moment-là, je ne vais pas vouloir lire l'état à tous les coups. Je vais pouvoir lire l'état de temps en temps et le reste du temps, inférer l'état suivant avec mon modèle comportemental. Donc, à ce moment-là, je dis, OK, d'abord, acquire behavioral model. Et si je fais ça, ben, à ce moment-là, donc ça va être cette boucle-là, à ce moment-là, il faut que j'élicite les connaissances relatives à chacune des étapes qu'on a dit tout à l'heure. Donc, illicit rules for needs to check, illicit rules for is aligned ou non, illicit action rules for resolving differences between l'état mesuré et l'état actuel, et puis les mêmes étapes, illicit action rules pour quand j'ai reconnu machin. Voilà. Si je ne sais pas comment lire un état, do you know how to read the state? Acquire model, OK. OK, j'ai oublié ça, il faut que je me souvienne qu'est-ce que j'ai fait ici. Donc, mais de toutes les façons, à part dans le cas simple, j'ai besoin d'acquérir le modèle comportemental. Et puis bon, après, vous pouvez voir. C'est un cas où tu utilises encore le modèle comportemental, mais c'est encore difficile de temps en temps lire en plus. Oui. Coûteux ou je ne peux faire qu'une lecture partielle. Bon. Après, Oui. tu vas rendre disponible la présentation. Oui, Parce oui. que moi, je trouve bizarre la question sur le coût. Sur le coût? Peut ne pas me déranger. Et moi, chez Amazon, ça ne me dérange pas. En fait, la question, probablement, elle est peut-être est-ce que c'est simple, est-ce que, mais une question sur le coût. C'est un coût, OK. C'est un coût général. Exemple, je vais donner un exemple que Dieu vous épargne, mais prenons l'exemple qu'on dit en arabe, hashakum. Mais pour un truc tel que, je sais pas, cancer, je peux mesurer en faisant une image ou je peux faire une biopsie. Ben, biopsie, c'est comme une opération et puis on va t'arracher un bout, puis après on va l'examiner. C'est ce que j'appelle coûteux. Donc, oui, peut-être que c'est possible. Oui, je peux avoir l'état, mais je ne veux pas ou faire une trachéoscopie ou je ne sais pas quoi. Là. Il y a plein de procédures médicales qui sont compliquées, que je ne veux pas nécessairement faire tous les jours et qui ne sont pas pratiques. Donc, c'est ça ce que j'appelle coûteux. Oui, j'aimerais bien revenir à des critères de qualité comme ça que le coût. Définir le coût autrement, je préfère. Oui, oui. C'est pas un coût monétaire, c'est pas nécessairement un... En fait, c'est rarement un coût monétaire, c'est des coûts en termes d'effort ou quel device tu dois porter, ou c'est coûteux ou c'est pas pratique. Ouais, Ok. c'est facile ou c'est invasif. C'est ça. C'est ça. Est-ce que vous avez un modèle précis du comportement? Et puis là, oui, j'en ai plusieurs, il faut désambiguer. Oui, il y en a un qui est documenté. À ce moment-là, je parle à des experts et je leur dis, OK, comment ça se comporte? Non, j'ai aucune idée, mais j'ai des données historiques. Ah, les machine learning. Donc là, vous pouvez faire ça qui veut attendre le machine learning tout à l'heure. Allez, voilà. Donc, vous pouvez faire votre machine learning ici à partir de données historiques. J'attendais, machine learning.
C'est du machine learning. Depending on the domain urgency of acting, the cost of getting it wrong. Moi, ce que je dis toujours, c'est une application de Customer Experience Management, le client sort sans acheter, ça fait une bonne idée. Si l'application est mal conçue, vous avez mis les mauvaises règles, pas un bon modèle de motivation. Si c'est une application de surveillance d'infrastructure ou de patient avec une condition grave, à ce moment-là, don't get it wrong. On fait un spot. Merci beaucoup pour votre patience. Je vais voir dans le chat s'il y a des questions. OK, c'est beau. Juste des gens qui disaient qu'ils doivent quitter, il n'y a pas de problème. All right. Vers les données manquantes ou imprécises. لم يلعب.